Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Histoire vraie de crime. L'affaire dont nous allons parler s'est produite le 14 août 2019 dans un quartier résidentiel paisible de la périphérie de Houston, au Texas. Cette zone, composée de maisons familiales récentes, a été soudain plongée dans l'horreur lorsqu'on a retrouvé plusieurs membres d'une famille abattus, tandis qu'un enfant de 2 ans demeurait introuvable. Si mon récit vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne, cela m'aide beaucoup. La famille, au centre de cette tragédie, comprenait Angela Rodriguez, une femme de 38 ans, à l'apparence frêle, mais connue pour son caractère imprévisible, son mari Victor Rodriguez, quadragénaire à la carrure sportive, et Marisol Hernandez, la mère d'Angela, une sexagénaire énergique et directive. Le mari de Marisol, Lucas, était plus discret, ne se mêlant que rarement des conflits. Le couple avait 2 enfants, Rachel, 17 ans, et David, 2 ans, le petit dernier qui faisait l'objet de nombreuses tensions familiales. Selon certains proches, Marisol imposait fermement sa vision de l'éducation de David, allant jusqu'à menacer de le retirer à sa propre fille si celle-ci ne respectait pas certains principes stricts. Angela, déjà sensible, percevait ces reproches comme autant de remises en question de ses capacités maternelles, tandis que Victor, bien que protecteur, fuyait souvent les disputes. Dans la soirée du 14 août, les voisins ont entendu un éclat de voix plus violent que d'habitude. Des menaces fusaient quant à la garde de David. L'atmosphère électrique s'est ensuite calmée, jusqu'à ce qu'au petit matin, un voisin remarque que la porte de la maison était entr'ouverte. Inquiet, il a appelé, puis a osé entrer de quelques pas. Son premier regard a croisé le corps inerte de Marisol, gisant dans le hall. Horrifié, il s'est aussitôt enfui pour contacter la police. À l'arrivée des premiers agents, la découverte a été effroyable. Victor se trouvait sans vie dans le salon, Lucas dans une chambre adjacente, et Rachel était étendue près de l'escalier. Angela, prostrée dans la cuisine, paraissait en état de choc et ne formulait que des paroles confuses. Aucun signe du petit David. Immédiatement, les enquêteurs ont parcouru la demeure de fond en comble à sa recherche, sans résultat. Les placards, la cour, le grenier, partout, l'enfant restait introuvable. Cette disparition ajoutait une dimension plus sombre encore à un quadruple homicide déjà stupéfiant. 2 enquêteurs principaux ont été désignés. Un officier chevronné réputé pour son intransigeance et une enquêtrice renommée pour son regard intuitif. Ils ont d'abord examiné la scène avec précision. On a retrouvé plusieurs douilles de calibre moyen, aucune trace d'effraction et un désordre typique d'une lutte ou d'une fuite précipitée. La table de la cuisine montrait des éclaboussures de sang, ainsi que des traces de poudre sur le sol. Après une analyse rapide, la police a mis Angela en état d'arrestation provisoire. Elle était la seule adulte encore vivante, suspecte idéale d'un massacre motivé par un différend familial. De plus, ses vêtements portaient des résidus de poudre. Les médias locaux ont relayé cette version, la dépeignant comme une mère instable et à bout, qui aurait éliminé tous ceux qui l'empêchaient d'élever son fils selon ses envies. Pourtant, la suite de l'enquête allait faire vaciller cette hypothèse initiale. Emmenée à l'hôpital pour un examen, Angela ne se souvenait plus précisément des événements. Elle relatait qu'après une violente altercation, elle était partie se réfugier dans la cuisine. Elle prétendait s'être évanouie, ayant tout juste le temps d'entendre des cris et des coups de feu. Les enquêteurs, sceptiques, ont scruté chaque mot de son récit, mais elle semblait sincèrement hébétée. Peu après, la police scientifique a découvert dans le garage un pistolet effacé de son numéro de série, en tout point compatible avec les balles retrouvées. Les empreintes partielles présentes sur l'arme ne correspondaient pas de façon indiscutable à celles d'Angela, et, fait troublant, plusieurs indices laissaient penser que la main manipulant l'arme n'était pas forcément celle d'une adulte. Le laboratoire n'a pu livrer de conclusion formelle, mais le doute suffisait à modifier la perspective des enquêteurs.
des témoignages d'amis de la famille ont commencé à dessiner un portrait plus nuancé. Nombre d'entre eux décrivaient Angela comme une femme trop faible pour orchestrer un tel carnage. En revanche, ils mentionnaient le mal-être grandissant de Rachel, la fille aînée, qui se plaignait de devoir constamment arbitrer les disputes entre sa mère et sa grand-mère. Rachel n'acceptait plus les menaces brandies contre sa mère. Son journal intime, retrouvé dans sa chambre, montrait l'étendue de son anxiété. Elle y parlait de ses cauchemars liés à l'éventualité de perdre son petit frère. Elle s'inquiétait également du comportement autoritaire de Marisol, lui reprochant d'anéantir la confiance d'Angela et de traiter Victor comme un complice passif. Les mots de Rachel, emplis de colère et de chagrin, laissaient entrevoir qu'elle aurait pu chercher un moyen radical de mettre fin à ces conflits. Face à cette découverte, l'enquêtrice renommée a commencé à élaborer un nouveau scénario. Et si Rachel avait été la première à faire feu? Sous la pression extrême de voir David lui être enlevé, aurait-elle pris l'arme pour éliminer ceux qui, selon elle, menacèrent l'avenir de l'enfant? La mort de Rachel elle-même pouvait alors provenir d'un ultime affrontement, peut-être avec Angela. Cette hypothèse n'était pas évidente à prouver. Comment expliquer la présence de résidus de poudre sur les habits d'Angela? Avait-elle tenté de désarmer sa fille? Lui avait-elle arraché l'arme pour se défendre? Le flux de tirs, la confusion de la nuit pouvaient avoir conduit à un enchaînement fatal. Sans témoin extérieur en vie, la vérité devenait complexe à établir. Quoi qu'il en soit, la disparition de David restait le point le plus angoissant. Si Rachel avait voulu le protéger, où l'avait-elle mis en sécurité? Angela prétendait ignorer le sort de son fils, bien qu'elle fût la dernière personne consciente retrouvée sur place. On vérifia toutes les pistes possibles. Hôpitaux, foyers, domiciles de parents éloignés, mais rien ne conduisit à David. Pendant ce temps, Angela, détenue et interrogée, persistait à dire qu'elle n'avait pas souvenir de tout. L'avocat commis pour sa défense, un juriste prudent, redoutait un lynchage médiatique, car la population réclamait déjà justice pour les morts et des réponses quant à l'enfant. Les manifestations devant le poste de police et le tribunal local se multipliaient. Dans la petite ville texane, un climat de suspicion et de colère s'installa, renforcé par la médiatisation outrancière de l'affaire. Au bout de quelques semaines, l'officier chevronné et l'enquêtrice renommée ont décidé d'approfondir l'examen balistique. Ils voulaient être certains de comprendre la dynamique des tirs. Les autopsies ont révélé que Victor et Marisol avaient été atteints presque simultanément, l'un dans le salon et l'autre dans l'entrée, ce qui laissait supposer un déchaînement rapide. Lucas, abattu dans une chambre, était peut-être en train de fuir ou de chercher de l'aide. Rachel présentait 2 impacts, dont l'un à bout portant. Ces renseignements suggéraient un scénario confus, avec un déclenchement initial brutal, puis une suite d'événements où l'agresseur se serait déplacé d'une pièce à l'autre, ou bien qu'il y avait eu un échange de coups de feu. Le fait que personne n'ait entendu plusieurs armes tirant en même temps rendait l'hypothèse de l'unique arme plus crédible. Malgré les doutes, Angela fut officiellement accusée de quadruple homicide. Lors des premières audiences, le procureur, une femme ferme dans ses convictions, a dressé un tableau accablant de la mère prête à tout pour garder son enfant. La défense, de son côté, cherchait à démontrer que la fragilité émotionnelle d'Angela la rendait peu apte à commettre un crime aussi méthodique. Les enquêteurs eux-mêmes ne cachaient plus leurs réserves. Les mois passaient, et de nouveaux indices venaient conforter l'idée que Rachel n'était pas une victime passive. Son journal, étudié dans sa totalité, décrivait une colère grandissante, voire un désir de vengeance. On y lisait « Ils ne feront pas de mal à David. Même s'il faut que je fasse quelque chose d'extrême, il ne partira pas. » Ce fragment glaça le sang de l'enquêtrice, qui y voyait la preuve qu'une tragédie mûrissait sous la rage adolescente. À mesure que la date du procès approchait, l'opinion publique se divisait. Certains habitants considéraient Angela comme innocente, manipulée,
ou dépassée. D'autres la voyaient comme la main orchestrant secrètement la vengeance de Rachel. Un comité d'entraide s'est formé dans la communauté afin de récolter des dons pour financer des campagnes de recherche de David. Des associations spécialisées dans la protection de l'enfance tentèrent de faire pression pour que l'investigation sur la disparition du petit reste prioritaire. Des bénévoles distribuaient des tracts avec la photo de David, espérant qu'un signalement surgisse. Sans succès. Personne ne semblait l'avoir aperçu après le drame. Le procès a fini par avoir lieu dans un tribunal de la ville, sans spectaculaire mise en scène, mais sous les regards inquiets d'une foule dense. Angela, escortée par son avocat, est entrée la tête baissée dans la salle, loin de son image de tueuse sanguinaire que décrivaient certains médias. Devant le juge, le procureur a appelé à la barre divers spécialistes qui ont présenté les constats accablants, résidus de poudre sur la tenue d'Angela, absence de témoins pouvant confirmer un autre tireur, et surtout le mobile familial évident. La défense, elle, a fait citer des experts balistiques prouvant que les douilles correspondaient à une arme dont la prise en main aurait pu convenir à un adolescent, et soulignant l'ambiguïté des empreintes relevées. Ils ont lu des extraits du journal de Rachel, tentant de convaincre le jury qu'une pulsion tragique l'avait peut-être poussé au pire. La question brûlante du sort de David demeurait inexpliquée, chacun campant sur des hypothèses opposées. Après plusieurs jours de débats intenses, l'ambiance était électrique. L'officier chevronné, appelé comme témoin, a reconnu qu'aucune preuve directe ne liait formellement Angela à chaque tir. L'enquêtrice renommée, à son tour, déclara être convaincue que Rachel avait, au minimum, participé au tir. Pourtant, rien ne prouvait qu'Angela n'ait pas ensuite achevé sa propre fille ou qu'elle ne lui ait pas fourni l'arme. Les jurés, devant ce faisceau d'éléments contradictoires, ont dû décider si la mère était coupable ou si un doute raisonnable subsistait. Finalement, à la surprise générale, Angela a été acquittée faute de preuves suffisantes. En sortant libre du tribunal, elle est restée brièvement sous les feux médiatiques. Certaines personnes l'ont qualifiée de monstre insoupçonné, d'autres l'ont considérée comme la principale victime d'un enchaînement fatal orchestré par la détresse de sa fille. Quoi qu'il en soit, Angela ne s'est jamais longuement exprimée sur les plateaux télévisés ou dans la presse. Après quelques interviews laconiques, elle a quitté la région, cherchant l'anonymat. La police a tenté de la surveiller, dans l'espoir qu'elle puisse mener à David, mais elle a fini par disparaître de la circulation. Personne n'a pu établir un lien précis quant à l'endroit où elle vivait désormais, ni si l'enfant était toujours avec elle. L'enquête sur la disparition de David est demeurée prioritaire pendant un temps. Des recherches ont été lancées à l'échelle nationale, puis internationale, sans avancée notable. Les associations de protection de l'enfance ont continué leur démarche, interpellant l'opinion à propos de ce petit disparu sans laisser de traces. De multiples rumeurs ont circulé. Il aurait été confié à une famille d'accueil complice, transporté au Mexique ou caché par un proche inconnu. Des signalements de la part de particuliers ont afflué. Tous se sont révélés être des fausses pistes. Au final, l'instruction ouverte pour disparition inquiétante n'a pas abouti, et la police a dû classer le dossier, toujours non résolu à ce jour. Dans le quartier de Houston où s'est déroulé le drame, un sentiment de malaise subsiste. Les habitants, qui autrefois menaient une vie ordinaire, ont érigé un petit mémorial devant la maison, posant quelques fleurs artificielles pour rendre hommage aux victimes. Des bénévoles organisent parfois des veillées à la bougie, où le nom de David est évoqué dans des prières, dans l'espoir qu'un jour, la vérité éclatera et qu'il sera retrouvé en vie. Les rares cousins et amis de la famille, interrogés, ne savent pas comment faire leur deuil. L'image de cette maison ensanglantée, d'où un enfant s'est volatilisé, hante encore les esprits. Au fil du temps, certains médias se sont passionnés pour l'histoire, l'assimilant à une énigme plus large que le simple cadre d'un meurtre. C'est le dossier où le principal suspect est mort, la seule survivante a été acquittée,
et la victime la plus vulnérable demeure portée disparue. Au sein du service de police, le départ à la retraite de l'officier chevronné et la mutation de l'enquêtrice renommée ont signé la fin d'une ère pour ce dossier. Pourtant, il arrive que d'anciens collègues reconsidèrent les éléments, cherchant un détail manqué ou l'éventualité d'un témoin silencieux qui oserait enfin parler. La psychose d'une collusion familiale ou d'un règlement de compte refait régulièrement surface dans les discussions. Mais sans nouvel indice concret, les autorités ne peuvent guère rouvrir le dossier sur des bases solides. Avec les années, la tragédie a suscité de multiples interprétations. Pour certains, Angela était une mère sous emprise, poussée à bout par des proches dominateurs, et Rachel s'est sacrifiée dans un élan de folie protectrice. Pour d'autres, Angela aurait manipulé sa fille, profitant de sa naïveté pour accomplir l'inimaginable, puis se serait débarrassée d'elle ensuite. Il existe aussi la version où le drame est le fruit d'un geste conjoint, avant que la mère ne décide de faire taire toute contradiction, puis de fuir avec David. Le dossier, qualifié de « plus ténébreux » de la région, a bouleversé l'image tranquille de ce faubourg texan. Le sort de David demeure l'élément le plus poignant de cette affaire. Un enfant de 2 ans, trop jeune pour comprendre les conflits, au centre de toutes les convoitises, qui s'évanouit dans la nature alors que sa famille est décimée. Chaque piste a conduit à un échec. Chaque hypothèse ravive la même question. Est-il encore vivant, quelque part, sous une nouvelle identité, ou bien a-t-il péri durant la nuit fatidique, sans jamais être retrouvé? Les experts en crimes non résolus rappellent à quel point la dissimulation d'un petit corps peut se révéler simple dans certains contextes. D'autres estiment qu'il aurait été plus logique de retrouver au moins un indice matériel. La contradiction entre l'absence de preuves et la pluralité de scénarios potentiels a nourri la fascination morbide autour du dossier. Au final, l'héritage laissé par cette tragédie est lourd. Elle rappelle la puissance destructrice des tensions familiales lorsqu'elles ne sont pas résolues. Les voisins qui ont connu la famille se remémorent encore ces moments où ils apercevaient Angela tenter de défendre son fils, Marisol critiquer ouvertement sa fille, Rachel pleurer en silence, et Victor afficher un sourire de façade pour masquer ses propres angoisses. Derrière chaque porte close, un drame peut couver, et cette affaire en est le sinistre exemple. Aujourd'hui, peu de personnes auraient encore espoir que David réapparaisse sain et sauf, même si l'enquêtrice renommée ne l'excluait pas. Selon elle, la rage de Rachel envers Marisol et Lucas, combinée au sentiment d'abandon qu'elle imputait à Victor, aurait pu lui faire croire qu'en les éliminant, elle sauverait David d'un destin terrible. La non-implication flagrante d'Angela n'a jamais été prouvée. Qu'il s'agisse d'une collusion mère-fille, d'un acte solitaire de l'adolescente ou d'un autre scénario inimaginable, personne ne l'affirmera avec certitude. Le temps ne fait que creuser davantage l'énigme. En guise de conclusion, je ne peux qu'exprimer une immense tristesse pour ces vies brisées et pour l'enfant disparu. Cette histoire souligne combien la communication et l'équilibre familial sont cruciaux et combien la détresse peut conduire à des extrêmes tragiques. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Je suis touchée que vous soyez restés avec moi et j'espère que cela vous a permis de prendre conscience de la complexité de certaines affaires criminelles. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir davantage sur d'autres intrigues tout aussi troublantes, j'ai préparé d'autres vidéos à votre disposition. Je vous invite à y jeter un œil, car chaque nouvelle enquête lève un coin de voile sur l'âme humaine et ses parts d'ombre. Enfin, si vous avez apprécié ce contenu, je serai ravie de vous retrouver pour de prochains récits qui exploreront à nouveau les profondeurs de la psychologie criminelle.